Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à la conférence de presse du film Brooklyn Yiddish. Avant d'appeler le directeur à mes côtés, je veux vous demander de bien vouloir couper vos téléphones portables ou les mettre sur silencieux. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous demander de bien vouloir accueillir à mes côtés le réalisateur du film, Joshua Weinstein. Bien. Y a-t-il une première question dans la salle? Monsieur là-bas, ensuite après. Je voulais savoir d'abord pourquoi il s'était intéressé à cette communauté en particulier, puisqu'il existe plusieurs communautés, celle-ci est la plus dure, la plus stricte. Et est-ce que justement ce qui n'intéresse pas, c'est ce rapport à la règle à laquelle apparemment on n'échappe pas? The question is about this specific Hasidic community in New York, I mean Brooklyn actually, because this gentleman says that in the US there are many different communities with different levels of rules and things like that, and you obviously chose to talk about the one with the hardest and toughest rules. So why did you choose to talk about that one specifically? Yeah, it is true. So there's over 40 different Hasidic groups. And what interested me about this world was that it was so closed, so insular. I had never seen it accurately shown in cinema before. Whenever they showed it on cinema, they really are showing actually more moderate people and saying that they're the most orthodox. And I was interested in showing the most orthodox because I hadn't seen it in the past. En fait, Joshua nous dit qu'aux États-Unis, enfin à New York, dans cet endroit-là, il y a une quarantaine de groupes plus ou moins stricts dans leurs règles, les Juifs hassidiques, donc de Brooklyn en particulier. Il y en avait donc vraiment beaucoup. Et lui, ce qui l'intéressait effectivement, c'était de faire voir la vie de tous les jours de ce genre de communauté, parce qu'il nous dit ce genre de communauté, celle-ci en particulier, elle n'a pas été vue si souvent que ça au cinéma. Et bien souvent, au contraire, dans les films, on voit des communautés qui sont décrites, qui sont, voilà, on explique que c'est les plus strictes, etc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Lui, il voulait vraiment faire voir quelle était la réalité de cette frange donc des Juifs ultra-orthodoxes de Brooklyn. Monsieur. Et justement, comment il a réussi à avoir leur confiance pour leur ouvrir les portes et pouvoir filmer? Et d'ailleurs, est-ce que les deux acteurs principaux sont aussi liés d'une manière ou d'une autre à cette communauté? Actually, you say that the rules of this community are pretty strict, actually, in real life. So this gentleman says, how did you manage to get their approval to shoot in that place with these people? And actually, also, the follow-up to that question would be about the two main actors. Are they in any way linked with this community themselves? Yeah. So the main actor, Menashe, he has a very funny way to look at it. He says, God has made enough rabbis, maybe he should make some actors. And if you're a very religious person, you really believe that God has given you a reason for everything you do. Also, none of the actors asked permission from the rabbis to act in the movie. So you don't ask a question to the rabbi you don't want an answer to. Le comédien qui joue le rôle principal s'appelle d'ailleurs Menashe. Et lui, il a un point de vue assez amusant sur la question, puisqu'il explique que, enfin, ce qu'il dit en tout cas, c'est que Dieu a créé suffisamment de rabbins, et il aurait peut-être dû créer quelques acteurs aussi, quelques comédiens pendant qu'il y était. Et c'est sa manière à lui d'aborder la chose. Et puisque vous posez la question, le réalisateur précise qu'en fait, aucun des comédiens qui jouent dans le film, aucun d'entre eux n'a demandé la permission à leur rabbin, en fait. Ça a été fait, voilà, en dehors des clous. But just one thing, actually, so everyone is Hasidic in the movie except for one person, and that's the child. The child actually has French citizenship, but he lives in Israel. So he is Jewish, but he's not actually Hasidic. Et par rapport aux comédiens qui sont dans le film, en fait, aucun d'entre eux n'est juif hassidique. Sauf l'enfant qui d'ailleurs n'est pas
il a la nationalité française, mais il vit en Israël. Et donc, non, voilà, encore une fois, aucun des comédiens n'est hassidique, juif hassidique. Une autre question dans la salle? Monsieur, ici. Ah bah, avec le micro, ça sera plus pratique. Pour prolonger la question, quel est le nom de la communauté qu'il a approché et comment l'a-t-il approché, si c'est possible? Merci. This gentleman wishes to know what is the name of the community, the specific one that you approached with this movie, and how did you establish the contact with this community? So it's kind of a mixture of Satmar and Skver, is the names of the communities. But in the movie, there's also Bobov and Vishnitz and Gibbers, and there's so many names. There's even one community called Bostoner, named after a rabbi in Boston, because the name of the community comes from the rabbi's name. But we were able to get access because one of the producers is Lubavitch. So Lubavitch is Chabad houses, you have them in France, but that is the most liberal times 10 of any other group that we filmed. So because we had a Hasidic producer, that really made people feel safe and confident. And my goal with the film was to be authentic. That was number one. And I told everyone it wasn't going to be positive, it wasn't going to be negative, it was going to be honest. And that was what I always told everyone involved with the movie, that this was going to be what really happens there. So when people from this community watch the film, to them, it doesn't have negative connotations because it reminds them of who they really are. And for us, when I watch it, to me, it's a very heartbreaking movie. It's a very difficult movie. He's experienced one of the hardest aspects of his life, being a widower, overcoming grief and guilt. And so I wanted to understand the hardships that he experienced. Okay, I will have a little trouble with the first few names you name, but yeah, well, I'll do my best. Oui, le réalisateur nous dit qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a certains courants hassidiques qui sont donc ceux qu'on voit dans le film. Okay, correct me if I say it wrongly. Les Satmar, les Skver. Yeah, okay, at least I got this one good. Mais il y a aussi, en fait, le nom de ces différentes mouvances dans la communauté hassidique, les noms proviennent des rabbins eux-mêmes, du nom des rabbins eux-mêmes. Par exemple, il y a une frange de la communauté qui s'appelle les Bostoners, parce que ça venait d'un rabbin qui était de Boston, etc., etc. Tout cela est un petit peu compliqué. Et il précise que le producteur du film, c'est Leibovitch, right? Leibovitch, et c'est un producteur hassidique lui-même. Donc forcément, à partir du moment où quelqu'un, un juif hassidique, avait décidé d'investir son argent dans le film, quelque part, ça a forcément instauré une confiance de la part de la communauté envers le film. Et ça lui a servi à convaincre les personnes qui se sont investies dans le film, à les convaincre que le regard qu'il allait porter sur cette communauté ne serait pas un regard, entre guillemets, engagé, c'est-à-dire pas un regard forcément négatif, positif, non, mais un regard le plus authentique possible. C'est ça qui l'intéressait. Et il faut également préciser que Joshua vient à la base du monde du documentaire, donc son regard sur l'authenticité est très important. Voilà, pour toutes ces raisons-là, le film était authentique. Il n'y avait pas du tout de regard, il n'y avait pas d'aspect péjoratif, encore une fois, qui était jeté sur cette communauté. Non, il a vraiment essayé de rester le plus authentique possible. D'ailleurs, nous dit-il, pour lui, personnellement, ce film, l'histoire qu'il raconte, eh bien, c'est quelque chose d'assez poignant, parce qu'il connaît ces personnes, il connaît ce par quoi elles sont passées. Et pour lui, c'est tout à fait... c'est très émouvant pour lui de traiter cette histoire à l'écran, cette histoire de cet homme qui a perdu sa femme, qui passe au travers évidemment du deuil, mais qui a également le poids d'une certaine culpabilité. Autant de thèmes qui sont assez lourds, qui sont assez difficiles à traiter. Et voilà, encore une fois, je le répète, tout comme il l'a répété, c'est vraiment le côté authentique de l'histoire qui l'intéressait avant tout. Une autre question ici, madame. First of all, thank you very much. I enjoyed it very much. And I have two questions, very separate. The first is, so the actors, apart from the kid, are all American, I'm guessing, yeah? And the second is, the man behind me asked the question already, but you didn't really answer. How closely linked are you two
what's your involvement with this community, and why did you choose specifically to portray this? I understand a little bit better being told that you come from, well, you make documentaries, but why specifically did you choose to make a film on this community? So I have zero connection to the community whatsoever. But as a New Yorker, it's like you can get off at any subway stop and it's a different world. You're either with Ghanaian people in the Bronx or Sri Lankan people in Queens. And I remember going to their neighborhood called Borough Park on Lag BaOmer. Lag BaOmer is in the film The Big Fire Scene you see. And I was just overtaken by this incredible spiritual moment, something that you'd see at the Hajj, like in Mecca, or something you'd see, you know, at the Vatican. But here it was in the middle of Brooklyn, and there was thousands and thousands of people just singing and dancing in front of this flame. And I knew right then I was going to make a movie because I had to explain who are these people and why do they do this event. Alors les questions portaient tout d'abord sur les comédiens. Est-ce que les comédiens étaient tous des citoyens américains? Donc la réponse était oui. Et la deuxième partie de la question portait sur quel était finalement le degré à quel degré s'est investi le réalisateur dans l'histoire, pourquoi cette histoire, pourquoi cet endroit, etc. Et le réalisateur nous explique qu'en fait, lui-même, personnellement, a zéro lien avec cette communauté, mais le simple fait qu'il habite à New York, et que quand on habite à New York, pour ceux d'entre vous qui sont déjà allés à New York aux États-Unis, quand on prend un métro, n'importe quelle ligne de métro, et qu'on s'arrête à n'importe quel arrêt de n'importe quelle ligne de métro, tout à coup on est dans un univers différent, parce que New York, comme vous le savez, est une ville qui a été construite finalement avec énormément de communautés qui venaient du monde entier, et c'est une espèce de melting pot encore aujourd'hui. Et donc, lorsqu'on s'arrête à quelques stations que ce soit, on est vraiment dans un univers différent, et quand je dis univers, je parlais bien évidemment des cultures, des musiques, des sons, tout est très différent. Et il s'est baladé dans pas mal d'endroits, à Brooklyn, dans le Bronx, etc. Il s'est baladé évidemment à l'endroit où le film se passe, c'est-à-dire un endroit de Brooklyn qui s'appelle Borough Park. Et lorsqu'il était un jour à Borough Park, d'ailleurs dans une scène que l'on revoit dans le film, la scène du feu avec les gens qui chantent, etc., il a été témoin de ce genre de choses. Et c'était quelque chose pour lui d'absolument incroyable, une spiritualité qu'il n'avait pas expérimenté personnellement auparavant, et il avait presque l'impression de se retrouver au milieu de la Mecque avec les gens qui tournent autour de ce cube noir. Pour lui, c'était presque pareil. Il y avait une espèce de communauté spirituelle qui était vraiment, vraiment impressionnante, ces centaines de personnes. Et quand il a vu ça, il s'est dit « J'aimerais bien apprendre quand même à découvrir qui sont vraiment ces gens et comment ils vivent. » Et voilà, et c'était le point de départ du film. Une autre question, monsieur, ensuite on ira là-bas. Au premier rang, ici. Ou au deuxième rang. Premier rang et demi. Bonjour. Bonjour. Donc, vers la fin du film, on comprend que le personnage principal doit renoncer à l'éducation de son fils parce qu'il est devenu veuf. Comment ça se passe, ça, d'un point de vue logistique, quand il y a ça dans une communauté? Est-ce que vous avez eu des témoignages de ça? Parce qu'il n'y a aucune base légale, donc comment ça se passe concrètement? Et en complément, est-ce que vous avez entendu des témoignages de personnes, justement, qui accepter une telle renonciation plutôt que, d'une certaine manière, renoncer à la communauté et garder l'éducation de leur fils? Voilà, merci. This gentleman says, first of all, hello, twice, and then he wish, and then he was asking about the fact that in the movie the character is actually, he has to give up the education of his son because of, the whole, story of the movie that we saw. And how does it work in daily life? Because, once again, he says, there is no legal base, right? It's all about religion. So how does it really work, And where's the authority come from? Yeah. Where does it come from? And also, how does it work, really? I mean, probably you have witnessed this kind of situation in real life. How does it work? So the rabbis are the authority of everything in the community. They regulate what type of eyeglasses you could wear, what type of shoes you could wear, so everything you do has to go through the rabbis. If you don't want to listen to the rabbis, you can leave. But the thing is that people love their communities, they love their families. There's not a lot of incentive to leave. And then if you don't listen to the rabbis, they can do many awful things to you. They can
kick your kids out of schools. They can make sure your kids can't get good marriages. They could make you lose your job, make you lose your housing. So they control all aspects of your life. So if you want to live that lifestyle, if you love living in that community, then you have to listen. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que l'autorité, finalement, dans ce genre de communauté, ce sont les rabbins eux-mêmes. C'est eux qui décident vraiment tout. Et ils précisent, quand il dit tout, c'est-à-dire tout. Ils choisissent la forme de vos lunettes, ils choisissent la marque de vos chaussures, enfin, ils choisissent tout. Et évidemment, il n'y a pas de base légale, bien sûr, mais on parle de petits quartiers très fermés où tous les gens se connaissent, une communauté. Et dans ce genre de communauté, alors bien sûr, vous êtes absolument libre de quitter la communauté quand vous voulez, bien sûr. Mais la majorité de ces personnes-là n'ont pas envie de quitter la communauté parce que voilà, c'est leur communauté, ils s'y sentent bien, ils ont envie de vivre ce style de vie. Et quand vous avez décidé de vivre à ce genre d'endroit, vous suivez les règles. Parce que si vous ne suivez pas les règles, eh bien, votre enfant va se faire jeter dehors de l'école, vous allez peut-être quitter votre travail. Enfin, il peut se passer énormément de choses dans votre vie qui vont vous dissuader de ne pas écouter ce que va dire ou ce que va ordonner le rabbin dans ce cas particulier. Une autre question, je crois, oui, ici. Ça va compléter un peu celle-ci. Est-ce que le personnage n'est pas quelqu'un qui s'est un peu perdu, qui se cherche en ayant refusé les obligations? C'est-à-dire qu'à un moment, il le dit, il a été marié forcé, il a dû aller en Israël. On comprend que toute sa vie, elle lui a été un peu obligatoire, quoi. Et il essaye de s'en sortir avec la mort de sa femme et il comprend que pour retrouver son fils, il va devoir retourner dans ses obligations qu'il n'y échappera pas. C'est une question, hein? Parce que j'ai pas... D'accord. I was not sure if it was a question, but yeah, you know. Actually, the main character, it's like he had to do so many things in his life by following the rules, right? He had to get married with someone, he had to go to Israel, he had to do this, he had to do that, and now that his wife died, suddenly it's like he doesn't have to do anything anymore. He can be free. But by being free, by freeing himself from all these rules and strings and everything, it's like he's losing his kid. And actually, at the end of the movie, we kind of understand that if he wants to get back, if he wants his kid to go back to him, he has to again follow the rules and obey. Is it what you wanted also to say with this movie, or what is your take on that? I think that's pretty accurate. The film is about overcoming the guilt and grief of death and understanding what loss does. And when we lose the loved one, even if it's a complicated relationship, even if it's not everything we wanted from a relationship, it's still really difficult. And I was interested in how that affects a person and what steps he does along the way. Joshua pense que votre point de vue sur le film, cher ami, est tout à fait juste parce que finalement le thème principal du film, c'est lorsqu'on est plongé. Le thème principal du film, selon lui, c'est surtout le deuil. Le deuil et comment est-ce qu'on arrive à l'assimiler et puis à aller au-delà du deuil. Alors bien sûr, donc les thèmes du deuil, le thème de la mort, bien sûr, il y a toutes ces choses autour de la communauté religieuse dans laquelle est plongé le personnage principal. Mais pour lui, le thème principal, c'est vraiment le thème de la mort et enfin du deuil, encore une fois, et comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. Une autre question dans la salle, monsieur ici. Et comment s'est passée la préparation du jeune acteur? Parce que j'imagine qu'effectivement, rentrer dans un monde comme ça, avec plein de codes à apprendre, de coutumes, ça a dû, en plus pour un enfant, être compliqué. How did you prepare the main actor who plays the kid? Because there are so many, tricky things to learn and to experiment as well. And it's a young actor, so how did you manage to prepare him for that role? Well, first of all the actors are non-professionals. No one had ever acted in the movie. And the main actor, Menashe, had never been in a movie theater before. Most of these actors had never been in movie theaters. You understand? They knew nothing about movies. They knew nothing about the French New Wave. They knew nothing about Italian neorealism. So for all of them, it was preparing them was, how do you make them comfortable in front of the camera? How do you just let them relax? Because I chose each one of them because of who they were and the unique quirks about what they did.
the rabbi, for example, he's really a cab driver in real life. But he has training as a rabbi, just never practiced. He always wanted to be a rabbi. The brother-in-law, he works as a paralegal, which means like a lawyer's assistant. And so that's why he's so exacting, so precisely following the law. Menashe in real life works at a grocery store. He's not as hapless, he's not as such of a mess up as he is in the movie, but you know, he has that kind of Charlie Chaplin-esque nature of him. That little boy, when I did my first casting tapes with them, because I did a lot of improv games and casting, he was just so smart and sweet, and he could juggle. So that was important as well. But for everyone, it was just about giving them the time and the space just to be themselves. And that was really what I did as a director for the movie. Oui, le réalisateur nous dit qu'en fait, il nous rappelle qu'en fait, tous les comédiens du film, ou plutôt aucun comédien du film n'était professionnel, n'était un acteur professionnel. Donc tous ces gens-là, c'était vraiment leur première fois devant une caméra. Et c'était en fait à tel point que le comédien principal, donc Menashe, en fait, lui, il n'était même jamais rentré dans une salle de cinéma. Donc c'était vraiment vous dire à quel point c'était un matériau vierge et brut en ce qui concerne l'expérience cinématographique. Évidemment, donc, aucun de ces personnages n'avait vu de film, n'était entré dans une salle de cinéma, aucun ne connaissait la nouvelle vague française, aucun ne connaissait le néo-réalisme italien. Rien de tout ça. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez particulier. Alors comment est-ce qu'il les a tous dirigés pour leur rôle d'acteur? Eh bien voilà, ils ont parlé des caméras, comment est-ce qu'on peut être en face d'une caméra, comment est-ce qu'on peut être le plus authentique possible, relax, etc. Ça a été tout ça. Et puis la plupart de ces comédiens donc finalement avaient quand même un lien avec leur personnage. Par exemple, le comédien qui joue le rabbin dans le film, bon, dans la vraie vie, il est chauffeur de taxi. Mais il avait voulu être rabbin auparavant. Donc il avait suivi la formation pour devenir rabbin. Donc il savait un petit peu de quoi il parlait. Par exemple, le personnage principal, donc Menashe, lui, il travaille également dans une épicerie. Alors évidemment, il n'est pas aussi en vrac que le personnage qu'on voit dans le film, mais enfin, il connaissait, il était à l'aise dans son environnement. Il avait ce petit côté chaplinesque qui plaisait au réalisateur, et c'est pour ça qu'il l'a pris, mais il avait les bases. De la même manière, le comédien, donc le jeune comédien dont vous parlez, le jeune comédien, lui, en fait, il l'a trouvé au travers d'un casting, et quand il a vu la cassette du casting, il a compris que ce jeune garçon était très intelligent, qu'il était rapide, qu'il était en plus fort sympathique, et en plus, il savait faire du jonglage, donc ça pouvait toujours servir. Et donc, encore une fois, plus sérieusement, il nous dit que la meilleure manière à laquelle il a pensé pour pouvoir préparer les comédiens à leur interprétation, c'était tout simplement de leur laisser du temps et de les laisser évoluer dans l'espace où ils ont tourné le film pour pouvoir s'approprier les personnages qui étaient écrits sur le scénario. Et c'est voilà, leur laisser simplement le temps que le personnage entre en eux pour que ce soit, au final, le résultat soit le plus naturel possible. Je vais prendre une dernière question dans la salle. Pour parler de la forme, est-ce qu'il pense qu'il se situe dans ce nouveau courant de jeunes réalisateurs qui se fait de plus en plus, qui est un mélange de documentaire et de fiction, c'est-à-dire d'essayer de toucher par son film à la réalité, qu'à un moment donné, on ne soit ni dans une fiction ni dans un documentaire? Would you consider that your work is actually part of this kind of new current that we are witnessing since a few years now, especially in American cinema, which is kind of a mix between documentary and fiction? The fact that at some point in the movie you don't really understand if it's fiction or truth, you know, or real life that you're witnessing. Would you consider your movie as being something like that? No, because I think about just the beginning of cinema, like The Bicycle Thieves, you know, or the Apu trilogy. You would never think either one of those movies were documentary. They're obviously cinema, but yet they use non-actors and they're based on real-life stories. So I don't see why you have to be so specific that you're saying it is a documentary. If you don't use documentary in your movie, then your movie feels fake. So people use all sorts of techniques just to make fiction feel real.
Non, il ne pense pas que le film appartient à ce genre de courant dont vous parlez, parce que même si on revient à des films très connus, des films très anciens, qui sont basés sur des histoires réelles, qui utilisent des personnes qui ne sont pas des comédiens, qui ne jouent pas. Donc on continue quand même de considérer ces films-là comme des films, comme des fictions. Donc non, pour lui, il y a vraiment... et encore une fois, c'est un réalisateur de documentaire qui parle. Donc il ne pense pas du tout que ça fait partie de ce mouvement-là. Mais de la même manière, c'est vrai qu'on est obligé de faire intervenir des éléments qui semblent être le plus authentique, le plus réel possible. Peut-être ce que les personnes envisagent comme étant de l'ordre du documentaire, tout simplement parce que sinon, le film, qui encore une fois est une fiction, aura l'air faux, quoi. Il y aura un truc qui va pas fonctionner. Et c'est peut-être sa recherche obstinée de l'authenticité qui nous fait ressentir comme si parfois on regardait un documentaire. Mais vraiment, pour lui, il le considère comme une œuvre de fiction, point barre. Et cette conférence de presse est terminée. The press conference is over. Merci, thank you.